de recevoir Dr Ismail Hamed, notre invité chercheur en islam. Vous pouvez me corriger aussi, Dr Ismail. Merci infiniment de nous joindre. Donc, l'apparition des groupes terroristes, Dr Ismail, les racines de ce terrorisme, est-ce depuis plus de 1400 ans? Est-ce après les colonisations occidentales? Est-ce après les guerres? Quelles sont les racines du terrorisme? Oui, donc merci pour l'invitation. Bien sûr, pour les raisons, la racine, donc on doit parler pour plusieurs choses. Il y a des causes, et il y a aussi des phases. Ok? Des phases, donc on parle d'histoire. Donc on a deux parties principales de l'histoire. La première partie de l'histoire, de début de l'extrémisme, ou le terrorisme, ou le fanatisme, tout ça, presque, c'est de même signification. On parle presque après la mort du prophète Mahomet. Ça, c'est la première phase historique. Ça aussi, on va parler un peu après. Et la deuxième phase, donc, on parle de presque de début du XXe siècle, avec l'apparition de frères musulmans, ces groupes. Oh. Donc ça, c'est nous avons alors deux phases. Les causes, on parle des causes économiques, principalement, c'est l'économie. Donc pour les gens qui sont pauvres, avares, donc, et ceux qui sont tristes dans leur vie. Je préfère parler des phases avant les causes. Okay. Si on parle des phases après la mort du prophète Mohammed, à lui, salut et bénédiction, c'est quand exactement? Ok. Donc même presque avant de la mort du prophète Mahomet, il y avait des gens qui commencent de parler de ce qu'on appelle de nouvelles prophéties. Donc on est de prophètes comme Mahomet, on est aussi comme lui, comme on connaît là le Murtadin. Ça, cet événement-là, ces groupes-là commencent presque les dernières années de la mort du prophète Mahomet. On connaît Moussaïlem al-Kazab, on connaît bien sûr aussi l'Aswad al-Ansi, même aussi il y avait une femme aussi qui était aussi avec des tribus arabes. Donc, mais alors ça commence élargissement, ça commence d'agrandir à la suite de la mort du prophète Mahomet. Ça a pris de l'ampleur? Oui. Oui. C'est après la mort du prophète Mahomet, alors ça commence d'être agrandi. Ça c'est pour le mouvement où la pensée est extrémiste, particulièrement avec Shia. Donc on a aussi deux points de terrorisme, d'extrémisme, avec le chiisme, avec aussi le khawarij. Donc deux groupes, alors c'est avec des pensées très loin de l'islam. Le problème, mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui parlent. Donc Daesh, ça c'est l'image de Khawarij. C'est une image moderne de Khawarij qui apparaissait, bien sûr, pendant la période de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, pendant son califat et tout ça. Donc c'était à son époque. Shia aussi, presque dans la même période. Donc c'était alors deux groupes qui s'opposent les uns des autres et aussi les uns des autres ils parlent sur les autres comme des mécréants. Donc alors on dit que les autres ils sont mécréants et aussi les Shia, donc les chiites ils parlent sur le Khawarij, donc ils sont des mécréants et aussi le Khawarij ils parlent sur les comme ça. C'était des choses très difficiles. Donc ça commence petit à petit avec un conflit. Donc on parle aussi du rebelle dans la période de l'histoire islamique. On parle aussi de la chute de grandes dynasties islamiques. Et aussi c'était aussi à cause de l'apparition de cette pensée-là. Donc on parle de la chute de la dynastie Omeyyade, à peu près 132 après l'émigration du prophète Mahomet. Ça commence aussi avec aussi la dynastie abbasside, avec une pensée aussi alors par l'autre côté. Aussi ceux qui parlent de les abbassides, c'est l'image de Al-Bayt pour les partisans de Sayyidina Ali, pour les chiites, c'est comme ça. L'autre côté, alors Banu Umayya, donc aussi la dynastie Omeyyade. Qu'est-ce qui s'est passé après l'apparition de tout, si on les appelle des courants, pas des mouvances, puisque c'était juste des petites communautés qui ont apparu après, très extrémistes après la mort du prophète, comme vous l'avez cité. Comment cela s'est-il étendu en fait? Ok, donc même le prophète Mohammed nous a parlé de ça. Il a parlé que, alors, le problème que les 72 groupes-là, quoi? Si on pourrait traduire cette phrase qui est oui, donc on parle du prophète en fait. Mahomet, alors il nous parlait concernant alors d'une apparition de plusieurs de 70 groupes. Alors tous prétendent qu'ils ont le droit
et les autres ne sont pas sur le bon droit ou le droit chemin et tout ça. Donc ils sont tous à l'enfer, il n'y a qu'un seul groupe, c'est le meilleur groupe, c'est le groupe qui marche sur le trace de Al-Kitab wa Sunnah. Le problème que tous les groupes, c'est avec les pensées différentes, avec aussi l'interprétation des versets de Coran, de tradition du prophète Mahomet, aussi chacun, elle prétend que moi j'ai le droit. Moi, j'ai la religion, j'ai le culte véridique. Et les autres, bien sûr, ça c'est les autres sont des mécréants. Ça, c'est une catastrophe, bien sûr. Et même de ça, le prophète nous a parlé. Quelle est la différence, Dr Ismail, aujourd'hui, entre l'apparition de ces petites communautés, si on, entre guillemets, extrémistes, et aujourd'hui les mouvances extrémistes et les groupes terroristes que nous pouvons voir, ces mouvances très extrémistes en fait, en dehors de l'islam, de l'interprétation de l'islam. Donc ça c'est comme une extension de la pensée extrémiste. C'est une extension. Ça représente le problème, tu connais. On a des principes de l'islam, ok? On a des principes. Il n'y a pas de doute de n'importe de tout ça. Mais le problème que pour quelques groupes, c'est l'interprétation de quelques versets de Coran et de tradition de prophètes. Je te donne un exemple. Par exemple, Daesh, il parle par exemple de l'épée. Le prophète Mahomet commence à apparaissait par l'épée et c'est lui qui utilise la force pour appliquer ou pratiquer la charia et tout ça. Et bien sûr, ça c'est pas vrai. Il parle aussi que le prophète Mahomet, il a combattu alors les mécréants. Donc pour nous, dans ces jours-là, on doit aussi combattre les mécréants. Ça c'est une maladie. Ça c'est une mauvaise interprétation. Donc on doit parler de l'histoire du prophète Mahomet, de sa vie par rapport aux conditions et les situations qui étaient à son époque. Le prophète Mahomet, il est venu comme « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Ça c'est un slogan de l'islam. C'est la paix et la tolérance et le respect de la religion. J'ai beaucoup d'amis français. Quand je parle avec eux, ils nous parlent, ils nous discutent et avec beaucoup d'idées amalgamiques. Je leur dis, moi je suis un chercheur islamique. Et après mon étude profonde de l'islam et de la religion, s'il y a des choses de l'islam qui me demandent d'utiliser la violence contre les autres, je dois laisser l'islam. Ce n'est pas une religion. Ça c'est clairement. L'islam est basé sur la tolérance. Tout à fait. Okay? Sur la paix. On a des événements, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de versets de Coran. Aujourd'hui, quelles sont les causes de l'évolution de ces minorités, ou qu'on les appelait des minorités extrémistes? Comment vous voyez cette évolution et pourquoi cette évolution? Donc on parle des causes économiques et de la misère et tout ça. Et aussi de la politique, des idées de l'impérialisme et tout ça. Donc on parle par exemple, l'apparition de Daesh, ça c'est bien sûr, c'est une image sauvage de Al-Qaïda. Al-Qaïda. C'est quoi Al-Qaïda? C'est Al-Qaïda, Qaïda al-Jihad. Ça s'appelle comme ça, Qaïda. Et les gens parlent, c'est quoi Al-Qaïda? Et pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que leur pensée c'est basée sur Al-Jihad. Mais ils ne connaissent pas la signification, la vraie signification de Al-Jihad. Et comment on utilise Al-Jihad dans notre vie. Et ce n'est pas pour massacrer les gens, pas pour tuer les gens. L'islam, par exemple, c'est imagine, alors pour un musulman, un homme musulman, il peut marier une chrétienne. Donc c'est une femme pour lui, mais croyante. Donc comment un homme croyant, un homme musulman, c'est d'après la pensée de l'islam, alors marie ou épouse une femme chrétienne, que bien sûr qui n'a pas de même religion. Parle de moi. Donc alors il faut la tuer. Non, pas possible. Le prophète Mahomet, il a épousé 2 femmes juives. Il a épousé une femme chrétienne. C'est quoi? Ça, c'est une image de la tolérance. Je te parle juste pour quelques versets du Coran pour alors affirmer de notre idée. Alors, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ لَا إِكْرَاهَ في الدين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضر. Si on pourrait traduire aussi en... Vas-y, traduis là. Donc, tu parles de quoi? Vous avez votre religion, nous avons aussi notre religion. Il n'y a pas d'obligation de la religion. Ok? On a beaucoup de choses qui assurent rien que des tolérances, des versets de tolérance de l'islam. Bien sûr. Ça, et pourquoi, justement, Dr Ismail, si vous avez dit que vous parliez avec vos amis français, qui certainement vous demandent beaucoup de questions sur l'interprétation de l'islam, sur quelques versets bien sûr, pourquoi ces mauvaises interprétations ont-elles été
laissé vaguer dans le monde de cette façon? Pourquoi ces mauvaises interprétations se sont-elles emparées dans plusieurs pays, en fait? Et bien sûr, ça c'est aussi c'est une cause politique. On parle d'abord d'une cause économique. Des gens pauvres qui n'ont pas de bonne vie, qui n'ont pas d'espoir de la vie, qui n'ont pas d'opportunité de travail. C'est plutôt des jeunes qui ont l'esprit assez frais encore et qui sont un noyau qui est prêt peut-être à écouter tous ces pensées extrémistes. Oui, c'est ça l'affaire. Donc on parle à l'origine, c'est une cause économique. Après une cause politique pour certains pouvoirs dans le monde qui veulent déformer l'image de l'islam. Ceux qui considèrent que l'islam c'est un ennemi. Donc on doit présenter les musulmans dans une image toujours négative. Donc c'est l'islam se rattache toujours de l'idée de l'extrémisme, de la violence et tout ça. Donc on parle de quoi? D'une cause politique. Mais avant, c'est la cause économique. Pour des gens qui attirent les jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui sont déçus de leur vie et tout ça, après c'est la politique. Et pour ça, c'est Daesh par exemple, c'est commencé comme ça. On utilise la religion, c'est à cause du cause politique et en même temps, il y a aussi des grands pouvoirs qui enrichissent tout ça, qui leur donnent alors le pouvoir, qui leur donnent les armes, qui leur donnent le financement et tout ça. Les États-Unis, depuis des années, ils ont fait des coalitions contre Daesh pour dégager Daesh ou pour débarrasser de ces groupes qui constituent à peu près 20 ou 30 000 militaires ou comme ça. Est-ce que les États-Unis, avec centaines de pays, avec des armes, avec tout ça, elles ne peuvent pas? Non. Les États-Unis veulent l'existence de Daesh pour dire toujours qu'il y a de raisons pour l'intervention américaine, aussi pour protéger nos amis qui sont dans la région et aussi pour protéger les intérêts américains. Aujourd'hui, nous assistons de la part de l'Égypte, de la part d'Al-Azhar, al-Sharif, de la part du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, de la part de plusieurs pays arabes, des pays musulmans, qui ne croient qu'à l'islam modéré, comme l'Égypte le prône ici. Les médiations, les tentatives sont grandioses. Comment vous voyez cet effet aujourd'hui et le retrait, ou plutôt comment vous voyez la position actuelle des groupes terroristes? Je ne parle pas de Daesh, je ne parle pas d'un certain groupe terroriste, mais est-ce que vous pensez que le cycle normal, la vraie image de l'islam, commence-t-elle encore une fois à s'imposer? Bien sûr, toujours on parle que Al-Haqqu ablaj wal-Batilu lajlaj. Ça c'est une phrase, un proverbe arabe. Al-Haqqu ablaj, c'est-à-dire la vérité c'est toujours très clair, très forte. Et Al-Batil, bien sûr, c'est l'autre image de la justice ou de la vérité, toujours l'injustice, c'est toujours très faible. Donc ça doit être, et toujours la vie, la vie de l'homme, c'est toujours avec un conflit entre le bien et le mal. Mais c'est toujours, le bien doit dominer, alors qui domine la scène toujours, même qu'il y a de mal, qu'il y a du problème, qu'il y a d'injustice dans la terre. Mais toujours, ça ce qui fait toujours l'équilibre. Pour nous, alors l'Égypte, c'est toujours une terre de tolérance et toujours représente une image vraiment très claire pour l'islam très modéré, la vraie islam, pas l'islam modéré, on parle de la vraie image de l'islam. Al-Azhar, depuis la fondation de l'Azhar, 970, c'est toujours un phare de l'islam. C'est toujours Al-Azhar, c'est une université très grandiose depuis 1000 ans qui répand toujours et qui propage la vraie interprétation alors de l'islam et aussi pour les principes de l'islam. Mais ces efforts de médiation, cette interprétation, cette présentation modérée de l'islam, comment est-elle perçue à travers le monde, justement, l'effet de ces efforts qui sont déployés pour montrer la vraie image de l'islam, comme vous l'avez dit, la religion de tolérance? Alors, oui, toujours, on a besoin de travailler beaucoup plus que ça. Al-Azhar, et aussi avec Ad-Dua, les prêcheurs de l'Azhar doivent faire aussi des efforts plus forts. Al-Azhar aussi doit bien éduquer alors les prêcheurs, alors qui les envoient dans tout le pays du monde pour parler sur l'islam et aussi pour donner les gens la vraie image de l'islam. Mais toujours, tu parles d'une force plus forte de ça. Tu parles des médias qui détestent de l'islam, qui toujours veulent. Tu parles que les médias sont contrôlés par des juifs, par les juifs, ils parlent des gens qui n'aiment pas l'islam. Donc ils veulent toujours montrer l'islam comme ça. Et ça c'est toujours l'insistance des États-Unis de laisser Daesh pour travailler là-bas, parce que toujours ils gagnent de ça. Parce que toujours, ça c'est l'image de l'islam, toujours ils font les gens, et ils ont peur de l'islam, et toujours on répand, on propage de l'idée de l'islamophobie dans tout le pays du monde.
monde. Donc alors toujours là, c'est les musulmans, donc on doit les débarrasser. Bon, si on parle d'un candidat des États-Unis, là, Trump, c'est qu'il parle par une façon horrible. Ça, c'est toujours un résultat de cette affaire-là. Mais toujours, l'islam, c'est une religion très forte. C'est l'islam qui dépasse toujours les barrières et les problèmes. Et c'est toujours, ça reste un symbole de la tolérance. On est très convaincus profondément de l'islam, même s'il y a des mauvaises images d'ici, de là-bas. Et ça existe dans les autres religions. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas du média très fort qui combattent tout ça. Est-ce que vous pensez que la terre est-elle fertile, encore une fois, dans certains pays, si on parlait Syrie, Irak, pour l'apparition de nouvelles tendances très extrémistes? Bien sûr, oui. Oui, oui, ça c'est l'idée aussi. Malgré tous les efforts qui sont déployés. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Tu parles toujours, c'est la politique américaine qui est basée sur ce qu'on appelle l'anarchie créative. L'anarchie créative, c'est ce qui compte de l'Israël. Oui, le Fawd al-Khallaq, est-ce qu'elle a déjà parlé depuis... C'est très ancien, docteur. Oui, alors, mais ça, c'est ce qui arrive maintenant. Tu parles de la division de pays par rapport aussi des idées sectorales, par rapport aussi de problèmes religieux, il part tout ça, des chiites, des sunnites, et aussi entre là les juifs, les arabes. Donc ça, c'est ça ce qui se passe dans la scène. Donc, et ça, c'est l'application, la pratique. Les médiations, les efforts de redorer la vraie image de l'islam, la démocratie dans les pays, comment se débarrasse-t-on des groupes terroristes de Daesh en Syrie et en Irak, comment ces dossiers sont-ils gérés sur le plan politique? En parallèlement, ça aussi, ça avance. Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours là. Donc, on parle, c'est toujours les problèmes économiques dans les pays là. Donc, et c'est l'injustice, tout ça, ça, ce qui fait. Ça représente un environnement, un niveau, alors très fertile pour l'apparition de ce problème-là. D'accord. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Esmaïl Hammed. Toujours, vous nous éclaircissez avec les idées vraiment bien enracinées. Merci infiniment, Dr Esmaïl Hammed. Vous êtes chercheur islamique. Merci infiniment. Voilà, donc c'est la fin de cette édition directe. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse maintenant avec un commentaire qui nous est préparé par nos collègues Sarah Maghrabi et Ayachel. Le retard de Donald Trump, si on le compare avec Hillary Clinton, c'est là où les Américains, le 8 novembre, votent leur nouveau président, peut-être un nouveau Sénat, quelques républicains également, on ne sait toujours pas. Donc la position de favorite d'Hillary Clinton est confortée par une moisson de nouveaux sondages dans les États où se décidera plutôt l'élection présidentielle du 8 novembre. Donald Trump, lui, il essaye de chercher la parade pour essayer de remonter la pente. Les états-majors démocrates et républicains donc ont le regard fixé sur les 12 États clés qui détermineront lesquels des deux candidats remportera la majorité au collège électoral en novembre. Je vous laisse avec les derniers détails concernant les élections présidentielles aux États-Unis et la fin de cette édition de Direct. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Rendez-vous demain et une nouvelle équipe. Au revoir.